Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous propose pour aujourd'hui une vidéo que vous attendez avec impatience si j'en crois le résultat du sondage sur Instagram. Du coup, je vais vous présenter les romans de la rentrée littéraire de septembre 2023 qui me tentent le plus. Alors, autant vous dire que les romans de la rentrée littéraire, j'en ai lu que 2 qui sortent en poche, que j'ai eu l'occasion de lire l'année dernière. Ils sortent en poche là pour la rentrée littéraire, donc je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais je n'en ai pas lu d'autres. Voilà, je n'ai pas eu l'occasion, via des partenariats ou quoi que ce soit, de lire ces nouveaux romans de la rentrée littéraire. Je n'en ai pas demandé non plus. Je vais, je pense, les découvrir au fur et à mesure, voir ce que j'ai vraiment envie de lire, et voilà, et je vous ferai des petites chroniques au fur et à mesure de cette fin d'année. Mais ça me tenait quand même à cœur de vous présenter les livres qui me font envie pour la rentrée littéraire, comme ça je vous donnerai peut-être des idées pour vous également. Alors je sais qu'il y a de nombreuses vidéos sur le sujet sur YouTube, j'espère que ce ne sera pas trop redondant, mais voilà, j'ai vraiment fait la sélection en fonction de mes goûts et en fonction de ce que je peux vous proposer habituellement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à venir piocher en fonction de vos goûts à vous. Je vais vous présenter les différents romans par maison d'édition tout simplement. Et donc on va commencer avec ma maison d'édition chouchoute, je pense. C'est la maison d'édition Gallmeister, avec 2 romans de la rentrée littéraire de Gallmeister qui me tentent énormément. Je pense que c'est vraiment les 2 romans qui sont en haut de ma liste pour le coup. Le premier, ce n'est pas une surprise, je pense, si vous suivez ces vidéos depuis un petit bout de temps. Le premier, c'est tout simplement Le Chant des Innocents, qui est le 3e tome de la saga écrite par Pier Giorgio Puglisi. Je suis complètement fan de cette saga, j'ai adoré L'Illusion du Mal, qui est le 2e tome. J'avais bien aimé le premier, mais franchement, j'ai eu un immense coup de cœur pour L'Illusion du Mal. Et donc, le 3e tome sort, là, Le Chant des Innocents. Je vous lis le résumé pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus. C'est un 3e tome, mais si j'ai bien compris, ça ne vient pas non plus trop spoiler les 2 premiers. Je sais pas exactement dans quel... je pense que d'un point de vue chronologique, on n'est pas sur la suite du 2e tome. Donc, je vous lis le résumé. Lorsque la police arrive, la scène du crime est glaçante. 85 coups de couteau et une gamine de 13 ans. Mais ce n'est pas la victime, c'est la meurtrière. Elle est restée là, le poignard encore levé, un sourire diabolique aux lèvres. Quand d'autres crimes violents sont commis par de jeunes collégiens, l'inspectrice Teresa Brusca demande au commissaire Strega, suspendu suite à un accident, d'enquêter officieusement avec elle. Très vite, Strega a l'intuition que ces adolescents tueurs sont unis par un secret. Mais lui aussi a sa part d'ombre. Brillant policier, il est obsédé par un besoin inassouvi de justice qui le met parfois en rage. Face à ces crimes d'enfants, il est prêt à tout pour apaiser en lui le chant assourdissant des victimes. Voilà. Donc autant vous dire que moi je suis complètement refaite avec ce résumé. Je n'ai qu'une envie, c'est de me ruer en librairie et de l'acheter, mais je suis toujours en aubaine. Donc on va attendre un peu. Ensuite, 2e livre de la maison d'édition Gallmeister que je veux absolument lire et absolument découvrir, c'est Les voleurs d'innocence de Sarai Walker. C'est un roman, si j'ai bien compris, d'inspiration gothique un petit peu. Et donc j'ai très envie de le lire là pour l'automne parce que je trouve que lire des romans gothiques en automne, c'est le combo parfait. Je vous lis la 4e de couverture. Il était une fois, dans les années 1950, 6 jeunes filles au doux prénom de Fleur. Astor, Rosalinde, Cala, Daphné, Iris et Hazel, qui vivaient avec leurs parents dans l'opulence d'une grande bâtisse victorienne. Mais ceci n'est pas un conte de fées, c'est l'histoire de la malédiction des sœurs Chapelle. Tout commence pourtant bien par une noce, mais à peine est-elle mariée que la sœur aînée meurt mystérieusement, laissant sa famille en état de choc. Puis la deuxième connaît le même sort. Quel malheur pèse sur les Chapelles. Belinda, la mère, à l'esprit torturé, hantée par les fantômes, semble pouvoir prédire leur destin funeste. Mais peut-on se fier à ce qui sort de son cerveau embrumé ? Quant à Iris la cadette, elle est bien décidée à survivre, quitte à devoir faire un bien sombre choix.
Voilà, donc on est vraiment sur un roman à l'aspect un peu gothique, hein, comme vous avez pu le voir dans le résumé. On est sur une bâtisse victorienne, on est sur des secrets de famille, une sorte de malédiction, donc voilà. J'en profite quand même pour souligner le travail incroyable en termes de couverture, parce que je trouve la couverture superbe, donc autant vous dire que ça n'est juste qu'une volonté supplémentaire de lire ce roman. Ensuite, deuxième maison d'édition, il s'agit de la maison d'édition L'Iconoclaste, qui est une maison d'édition que je connais assez peu finalement, puisque j'ai pas lu énormément de livres de cette maison d'édition là. En tout cas, les seuls que j'ai lus, ce sont des livres qui m'ont beaucoup plu. Je trouve que leurs choix éditoriaux sont vraiment excellents et je serais ravie de continuer ma découverte de cette maison d'édition. J'ai donc sélectionné 3 livres chez l'Iconoclaste qui me font extrêmement envie pour cette rentrée littéraire. Le premier, ce n'est autre que le dernier roman de Jean-Baptiste Andréa, Veiller sur elle. Je n'ai pas encore lu l'auteur, j'ai dans ma palle des diables et des saints, et il est prévu que je les lise rapidement. Veiller sur elle, je vous lis la 4e de couverture, c'est un roman qui se passe dans l'Italie du fascisme. Au grand jeu du destin, Mimo a tiré les mauvaises cartes. Né pauvre, il est confié en apprentissage à un sculpteur de pierre sans envergure. Mais il a du génie entre les mains. Toutes les fées ou presque se sont penchées sur Viola Orsini. Héritière d'une famille prestigieuse, elle a passé son enfance à l'ombre d'un palais génois, mais elle a trop d'ambition pour se résigner à la place qu'on lui assigne. Ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Au premier regard, ils se reconnaissent et se jurent de ne jamais se quitter. Viola et Mimo ne peuvent ni vivre ensemble, ni rester loin longtemps. Liés par une attraction indéfectible, ils traversent des années de fureur quand l'Italie bascule dans le fascisme. Mimo prend sa revanche sur le sort, mais à quoi bon la gloire s'il doit perdre Viola ? Voilà, donc je pense qu'on est sur une histoire d'amour, hein, vous l'aurez compris, une histoire d'amour qui se passe en Italie, dans la période du fascisme. En toute honnêteté, je pense qu'il faut être un peu accroché pour lire ce roman, mais je pense que c'est très très bien. Deuxième roman qui n'a strictement rien à voir avec le dernier de Jean-Baptiste Andréa, c'est tout simplement le dernier roman de Julia Carninon qui s'intitule Sauvage. Julia Carninon, jusqu'ici, elle a écrit 5 romans avec à chaque fois des héroïnes assez fortes, assez déconcertantes. Je ne vous lirai pas la 4e de couverture puisque elle est un peu particulière cette 4e de couverture, donc je ne vais pas vous la lire. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est une histoire qui parle d'une Italienne, Ottavia, qui visiblement est cuisinière, je crois. Elle est chef dans un restaurant, il me semble, c'est quelque chose comme ça. Je n'en sais pas plus, c'est un peu... Enfin, je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un roman qui me tente beaucoup. La couverture est très colorée, comme vous pouvez le voir. Et je sais pas, ça me tente, ça me tente. Il y a beaucoup de mystères autour de cette 4e de couverture, il y a beaucoup de mystères autour de ce dernier roman de Julia Carninon, et je suis terriblement intriguée. Dernier roman dont je voulais vous parler pour l'Iconoclaste, c'est le premier roman de l'autrice, donc Joséphine Tassi. Il s'intitule L'Indésir. Donc L'Indésir, c'est pareil, je suis pas sûre de pouvoir vous lire la 4e de couverture parce que celle que j'ai sous les yeux ne va pas vous dire grand chose. Elle ne me dit rien. Il me semble que c'est l'histoire d'une... ouais, non, je peux pas vous lire en fait. Je peux pas vous lire le résumé. C'est pas un résumé, en fait c'est un résumé plus de l'autrice en tant que telle, de comment elle a été découverte, mais c'est pas un résumé de l'histoire. Il me semble en tout cas que c'est une histoire de femme qui perd un de ses proches, alors je me demande si son père ou sa mère, je crois que c'est l'un d'entre eux, et en fait elle le découvre, on l'appelle, et elle le découvre à ce moment-là, alors qu'elle vient de passer la nuit avec un homme qu'elle a rencontré un peu plus tôt, je crois que c'est ça. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus, mais ce qui est sûr c'est que j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai lu beaucoup de choses sur ce roman, c'est un premier roman, et donc celui-ci me tente beaucoup également.
J'enchaîne avec une troisième maison d'édition. Il s'agit de la maison d'édition Robert Laffont. J'ai sélectionné un titre qui me plaît chez eux. Il s'agit du dernier roman de Kieran Millwood Hargrave que j'ai déjà lu. J'ai déjà lu son premier roman. Enfin, je l'avais écouté à l'audio, j'avais beaucoup aimé. Du coup, elle sort tout juste La danse des damnés, avec une couverture superbe également. On est sur un roman historique, encore une fois. Je vous lis la quatrième de couverture. Strasbourg 1518, au pied de la cathédrale, dans la chaleur étouffante de l'été, une femme se met à danser. Elle danse des jours durant, infatigable, possédée avant d'être rejointe petit à petit par des centaines d'autres femmes. Non loin de là, Lisbeth récolte le miel de ses ruches. Auprès de ses abeilles, elle oublie l'atmosphère oppressante et son angoisse de perdre, encore une fois, l'enfant qu'elle porte. Alors que la ville semble s'effondrer sous la chaleur et les pas des danseuses, le retour d'Agnetha, après 7 ans d'exil pour un crime que tout le monde tait, permet de faire voler en éclats le monde tel que Lisbeth le connaît. Déterminée à découvrir le secret de sa belle-sœur, la voilà bientôt prise dans un tourbillon d'interdits, de passion, une mélodie à en perdre la raison. Alors j'ai quand même des doutes, je me demande si c'est pas un deuxième tome. En fait, le nom de Agnetha me dit quelque chose, alors je me demande si c'est pas un des personnages de son précédent roman. Mais bon, toujours est-il que La danse des damnés me tente énormément et j'ai très très hâte de finir par l'acheter, tout simplement. On enchaîne avec une autre maison d'édition qui n'est autre que la maison d'édition Fleuve. Là encore, j'ai sélectionné un titre qui me plaît beaucoup. On est sur un titre qui est, selon moi, une sorte de dystopie, je pense. Quoique, peut-être pas. Bref, je vais vous lire la quatrième de couverture, comme ça vous ferez votre propre opinion. Il s'agit du livre de Gabriel Zévin, Demain et demain et demain. C'est un livre phénomène qui est paru aux États-Unis en 2022. Ça a été vraiment un énorme phénomène littéraire aux États-Unis. Donc il sort tout juste chez Fleuve en France. Par un froid après-midi de décembre, Sam repère Sadie sur le quai du métro parmi la foule. Ils ne se sont pas vus depuis des années, mais jamais ils n'ont oublié leur première rencontre à l'hôpital. Sam se remettait d'un accident, Sadie venait voir sa sœur malade, et ces deux enfants passionnés de jeux vidéo se sont mis à refaire le monde. À présent étudiants, c'est un univers virtuel que les deux amis vont inventer qui va les propulser au sommet. Leur première création, Ichigo, est un blockbuster. Du jour au lendemain, ils deviennent des stars. Ils n'ont pas encore 25 ans et ils sont riches, brillants et célèbres, mais le succès n'empêchera pas le piège de l'ambition et de la jalousie se refermer sur eux. Donc en fait pas du tout, on n'est pas du tout sur une dystopie, je sais pas ce que je vous ai raconté, mais toujours est-il qu'on est sur un roman donc plutôt type contemporain qui me tente beaucoup. On enchaîne encore une fois, cette fois-ci avec la maison d'édition Grasset et un livre que j'attends avec impatience, puisqu'il s'agit du dernier roman de Léonore de Recondo. J'avais lu Amour de cette autrice que j'avais énormément apprécié, qui était tout petit, c'est un tout petit livre, mais plein de surprises et extrêmement émouvant. Donc le dernier roman de Léonore de Recondo s'appelle Le Grand Feu. Et Le Grand Feu, c'est un roman historique. En 1699, Ilaria naît dans une famille de marchands d'étoffes à Venise. La ville a perdu de sa puissance, mais lui reste ses palais, ses nombreux théâtres, son carnaval qui dure 6 mois. C'est une période faste pour l'art et la musique, le violon en particulier. À peine âgée de quelques semaines, sa mère place la petite Ilaria à la Pietà. Cette institution publique a ouvert ses portes en 1345 pour offrir une chance de survie aux enfants abandonnés, en leur épargnant infanticide ou prostitution. Génial. On y enseigne la musique au plus haut niveau et les Vénitiens se pressent aux concerts organisés dans l'église attenante. Cachés derrière des grilles ouvragées, les jeunes interprètes jouent et chantent des pièces composées exclusivement pour elles. Voilà, bon, je ne vous lis pas toute la quatrième de couverture parce qu'on y est encore dans 3 heures, elle est extrêmement longue. Mais voilà, comme vous pouvez vous en douter, on va être sur la vie d'Hilaria, qui est donc une enfant abandonnée et qui est recueillie dans ce fameux institut qui apprend la musique aux jeunes enfants abandonnés.
Voilà, livre historique qui me tente énormément. Il faut savoir que la plume de Léonore de Recondo est vraiment magnifique. Donc si vous aimez les romans historiques, je pense que vous pouvez vous laisser tenter par celui-ci sans trop de soucis. Ensuite, j'enchaîne avec une autre maison d'édition qui est la maison d'édition Gallimard et plus précisément la collection NRF, puisque j'ai très envie de lire le dernier roman de Lilia Hassen qui s'appelle Panorama. Et donc Panorama, c'est l'histoire de Hélène, ex-commissaire de police qui reprend du service pour retrouver un couple et leur petit garçon Milo. Elle rencontre les dernières personnes à avoir été en contact avec eux. Depuis que la France a basculé dans l'ère de la transparence, ces hommes et ces femmes vivent dans un monde harmonieux, libéré du mal, où chacun évolue sous le regard protecteur de ses voisins. Mais au cours de son enquête, Hélène va dévoiler une vérité aussi surprenante que terrifiante à travers cette contre-utopie. C'est le monde d'aujourd'hui que l'auteur interroge. Voilà, donc c'est peut-être avec celui-ci que je confondais et demain. Là, on est plus sur quelque chose qui ressemble un peu à un univers dystopique, hein, puisqu'on est sur une contre-utopie. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui me tente beaucoup. Et je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que j'ai dans ma wishlist un des romans écrits par Lilia Hassen que j'ai très envie de découvrir aussi. Donc celui-ci viendra s'ajouter à la wishlist. Déjà énorme, il faut le dire. Continuons cette fois-ci avec la maison d'édition Charleston. Chez Charleston, je n'ai sélectionné qu'un seul roman pour la rentrée littéraire 2023. Il s'agit du roman écrit par Glendy Vandera, Dans la forêt des larmes. Elle a déjà écrit un premier roman qui était... Enfin, je sais plus le titre du premier roman, je ne l'ai pas lu, mais il me faisait aussi très envie. Il est sorti en poche récemment, donc je pense qu'un jour ou l'autre, je vais aussi finir par craquer. La quatrième de couverture qui vous intéressera sûrement. La forêt sauvage, aussi loin qu'elle s'en souvienne, Élise a toujours traversé le massif de roses et de mûres qui borde le parc pour caravane où elle habitait enfant pour y trouver refuge. Dans cet îlot de verdure, auprès du doux bruissement des feuillages et du murmure apaisant du ruisseau, qu'elle trouvait alors les confidents dont elle avait besoin les jours où sa mère buvait trop. Aussi est-ce tout naturellement qu'elle s'y réfugie 15 ans plus tard, accompagnée de ses jumeaux de 4 ans et de son bébé, Viola, le jour où elle découvre l'infidélité de son mari. Donc, excusez-moi, son bébé s'appelle Viola, c'est ça. Mais les lueurs vagabondes de la clairière, le croassement des corbeaux, l'agitation de ses garçons et son propre tumulte intérieur lui font commettre l'irréparable. Au moment du départ, elle oublie sur le parking le siège auto où dort sa fille. À son retour 10 minutes plus tard, Viola a disparu comme avalée par la forêt. Voilà. J'ai cru comprendre que Glendy Vandera écrivait des romans qui étaient quand même à mi-chemin avec un côté un petit peu fantastique. Peut-être que je dis n'importe quoi, si c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, mais c'est ce que j'avais cru comprendre, donc peut-être qu'on est un petit peu sur un côté un peu fantastique aussi ici, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un roman qui me tente beaucoup. Ensuite, enchaînons avec la maison d'édition Albin Michel. Chez Albin Michel, celui qui me fait énormément de l'œil, c'est le dernier roman de Claire Berest. Claire Berest qui est une auteure que j'aime beaucoup, j'avais adoré Rien n'est noir, qui est une histoire un peu romancée quand même, un petit peu, mais qui s'appuie quand même beaucoup sur sa vie, qui est une histoire romancée de Frida Kahlo. Dans ce roman-là, on va parler de féminicide tout simplement. Et si j'ai bien compris, ce qui est particulièrement glaçant, c'est que vous êtes à la place de l'homme qui commet le féminicide. Je ne vous lis pas la quatrième de couverture sur celui-ci, je ne veux pas me spoiler, donc je ne vais pas lire plus de choses que je n'en sais déjà. Mais voilà, c'est très particulier. Paraît que c'est assez difficile à lire, mais je pense que c'est extrêmement bien écrit. Pour connaître la plume de Claire Berest, je pense que si le roman vous intrigue et si vous êtes un tant soit peu intéressé, vous pouvez y aller plus ou moins les yeux fermés, puisque Claire Berest a une plume très incroyable.
Pour finir sur les romans qui me font très envie sur cette rentrée littéraire, je vous en présente encore 4. Je vous en présente d'abord 3 qui sont au format poche et un autre qui n'est pas un roman en fait, donc qui va dénoter un peu avec toute la sélection que je vous ai faite avant, mais qui sort là en septembre et qui me semble extrêmement intéressant. Enfin en tout cas moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc c'est pour ça que je vais me permettre de vous en parler dans cette vidéo. Au niveau de la maison d'édition Pocket, le livre de la rentrée littéraire qui me tente énormément, c'est Les Vertueux de Yasmina Khadra. Yasmina Khadra, j'ai lu pas mal de romans de cet auteur. Et là, dans Les Vertueux, on est sur la guerre, enfin la première guerre mondiale, mais vécue du côté algérien, si j'ai bien compris. Donc du coup ça m'intéresse beaucoup. Il faut savoir que Yasmina Khadra écrit très très souvent sur des sujets qui sont bouleversants, des sujets historiques particulièrement bouleversants. Si vous n'avez jamais lu cet auteur, je vous recommande notamment L'Attentat, qui est très très prenant, et Les Hirondelles de Kaboul, je crois que c'est ça le titre du livre, qui est également très prenant. Et moi j'ai dans ma palle Pour l'amour d'Elena, qui pour le coup ne se passe pas au Moyen-Orient comme ce que cet auteur a l'habitude d'écrire, mais ça se passe au Mexique cette fois-ci. Et donc là on repart plutôt sur la partie Afrique, et donc on parle plus de l'Algérie dans Les Vertueux. Autre livre qui est paru au format poche, c'est le dernier Sandrine Colette. Alors je n'ai pas la maison d'édition, je vous la remettrai. C'est On était des loups de Sandrine Colette, où là on est sur une relation plutôt parent-enfant. Je vous lis la 4e de couverture. Ce soir-là, quand Liam rentre des forêts montagneuses où il est parti chasser, il devine aussitôt qu'il s'est passé quelque chose. Son petit garçon de 5 ans, Haru, ne l'attend pas devant la maison. Dans la cour, il découvre les empreintes d'un ours. À côté, sous le corps inerte de sa femme, il trouve son fils vivant. Au milieu de son existence qui s'effondre, Liam a une certitude. Ce monde sauvage n'est pas fait pour un enfant. Décidé à confier son fils à d'autres que lui, il prépare un long voyage au rythme du pas des chevaux. Mais dans ses profondeurs, nul ne sait ce qui peut advenir. Encore moins un homme fou de rage et de douleur accompagné d'un enfant terrifié. Voilà, donc ça me tente beaucoup. Je sais que les avis sont divisés sur ce roman. J'ai l'impression que soit ça plaît, soit on déteste. Mais j'ai très envie de tenter le coup, en sachant que j'ai aussi un autre roman de Sandrine Colette dans ma palle. Donc ce serait l'occasion de découvrir un petit peu plus l'autrice. Dernier roman au format poche qui me tente énormément, c'est le format poche de la maison d'édition Hauteville. Ils ont décidé de rééditer le roman La jeune fille de Kiev, qui de mémoire n'était pas paru sous ce titre-là. Ça devait être Sous le soleil de Kiev ou quelque chose comme ça. Et là en l'occurrence, on parle de Kiev, hein, donc de l'Ukraine, donc c'est plutôt un roman d'actualité. Enfin, pas tant que ça, parce que là, sur ce coup-là, on est plutôt sur un roman historique, mais qui se passe en Ukraine. Je vais pas vous lire la 4e de couverture, parce qu'elle est immense. Là encore, je pense que la maison d'édition s'est un petit peu lâchée. Mais sachez que ça se passe en 1930 à Kiev, et donc c'est pendant l'époque où Staline a décidé de mettre en place l'agriculture collective. Et du coup, il va y avoir une famine, et c'est tout ce contexte historique qu'on retrouve dans La jeune fille de Kiev. Le dernier livre dont je voulais vous parler, pour le coup, ce n'est pas un roman, comme je vous disais, c'est le dernier livre qui est publié de l'auteur Loury Lag. Loury Lag, je vous en ai déjà parlé, je crois, dans un carnet de lecture. C'est un explorateur français, un peu du type, c'est un peu le Mike Horn français, si vous voulez. Moi, c'est un explorateur que j'avais eu l'occasion de découvrir pendant le visionnage d'une émission du quotidien sur TMC. Il était invité pour une interview, et j'avais vraiment adoré cet explorateur. J'avais vraiment beaucoup apprécié sa personnalité, et du coup je suis cet explorateur dans ses différentes missions qui sont des missions bien sûr extrêmement sportives, d'exploration, mais qui ont également un but scientifique, notamment pour tout ce qui va être recherche par rapport au changement climatique. Il a déjà publié un premier livre qui s'appelle
Horizon, je crois. Non, je sais plus. Je regarde vite fait, je vous dis ça. Toutes mes excuses, le premier livre s'appelle Horizon Extrême et donc ça parle d'un certain nombre de ces explorations. Vous voyagez aussi bien dans le fin fond de l'Arctique que dans le désert du Sahara. Vous avez vraiment des horizons extrêmes pour le coup. Le livre porte extrêmement bien son nom. Et là, le roman qu'il sort cette fois-ci, c'est un projet qui a été réalisé pour et avec, on va dire, le sportif, pardon, j'allais dire l'ancien, mais en fait le sportif Martin Petit, qui est devenu tétraplégique, il me semble. Et l'objectif de ce projet était de prouver que même en situation de handicap, il est possible de réaliser des exploits incroyables en partageant notamment des valeurs comme l'entraide, le dépassement de soi, ce genre de choses. Et donc l'Ourilag est parti avec Martin qui est donc effectivement devenu tétraplégique et ils sont partis faire 3 missions. Donc vous allez avoir le Maroc, les Alpes suisses et l'océan Atlantique. Et donc ils vont traverser le désert ensemble, ils vont faire de l'alpinisme ensemble dans les Alpes suisses. Et pour finir, ils vont faire un espèce de pèlerinage sur le lieu de l'accident en océan Atlantique où Martin a perdu l'usage de ses jambes notamment. Donc voilà, donc c'est un projet vraiment incroyable. Moi j'ai vraiment suivi ça avec énormément d'attention, énormément de curiosité. J'étais captivée par ce projet et donc le livre sur tout le projet s'appelle Résilience et il sort là au mois de septembre. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Pour finir cette vidéo qui risque d'être extrêmement longue, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais en même temps ça vous permettra de vous aussi choisir et venir regarder un peu quels sont les romans de la rentrée littéraire qui vous intéressent. 2 autres livres qui sont parus au format poche pour cette rentrée littéraire, ou qui vont paraître d'ailleurs, je ne sais pas trop. 2 livres que j'ai lus pour le coup. Le premier c'est Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont, qui était paru dans la collection Ma nuit au musée chez Stock, que j'ai lu l'année dernière dans le cadre du Grand Prix de lectrice L et que j'avais adoré, vraiment. C'était pas mon préféré de toute l'année, mais franchement c'était un excellent livre. Et Lola Lafont avait décidé de passer une nuit dans le musée Anne Frank à Amsterdam. Et franchement, c'était remuant, vraiment, c'était remuant. Elle s'interrogeait sur sa pratique du judaïsme, elle s'interrogeait sur la vie des Francs dans cette maison, elle s'interrogeait sur beaucoup de sujets et ça nous a donné un livre très très bon. Donc si vous avez l'occasion, je ne peux que vous encourager à lire Quand tu écouteras cette chanson. Il vient de sortir au format poche, ce serait dommage de s'en priver. Deuxième livre que j'ai également lu qui sort au format poche sur cette rentrée littéraire, donc je ne peux pas ne pas vous en parler, mais pour le coup je l'ai quand même beaucoup moins apprécié que Quand tu écouteras cette chanson. C'est donc le dernier roman de Sally Rooney, Où es-tu, monde admirable, que j'avais également eu l'occasion de lire dans le cadre du Grand Prix des lectrices L. Ça n'avait pas été une excellente lecture, on était sur un échange épistolaire, enfin c'était un échange par mail, mais on va dire échange épistolaire, entre 2 amis en Irlande, l'une vivait à Dublin, l'autre plus dans la campagne irlandaise. C'était agréable, c'était pas non plus un roman qui, selon moi en tout cas, casse 3 pattes à un canard, mais si vous aimez Sally Rooney, ça peut également vous intéresser. Sachez qu'il est désormais disponible au format poche. J'espère que cette vidéo sur la rentrée littéraire vous aura plu, j'espère que vous aurez trouvé de quoi lire pour cette fin d'année 2023, avec tout ce que je vous ai présenté quand même. J'imagine qu'il y en a un ou deux qui vous ont peut-être tapé dans l'œil. Si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis, comme ça pourra peut-être venir me définir mes priorités de lecture. Ça peut être une bonne chose parce que je suis pas sûre que j'achèterai tout, loin de là, mais voilà, sait-on jamais, ça définira les priorités. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!